quelle est justement la relation qu'entretient Vladimir Poutine avec la religion ? Il l'instrumentalise de façon performative. Il faut saluer quand même la façon dont il a renversé, parce qu'il n'a pas pour passion la religion, on va dire, d'un point de vue strictement historique, ni de respecter les commandements chrétiens, c'est moins qu'on puisse dire. En revanche, le poutinisme, ce serait une sorte de syncrétisme entre un ultranationalisme et un retour en force de l'orthodoxie qui se manifeste assez régulièrement et dont les églises sont des courroies de transmission justement de propagande. Le Kremlin utilise les églises orthodoxes d'un bout à l'autre dans la plaine, même en Ukraine, pour relayer, encore une fois, effacer les crimes, raconter n'importe quoi. J'essaye de faire très court, mais ça fait partie vraiment d'une des cordes de la raquette de la propagande russe que d'instrumentaliser le décorum, notamment, parce que là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il le fait assez régulièrement, mais là, on diffuse les images d'un décorum très religieux, très sain, qui appelle peut-être à de grandes idées. On ne parle pas du fait qu'il n'y a pas de cessez-le-feu en Ukraine en ce moment. Et ça a toujours été comme ça. Et de rappeler que le patriarche Kirill, qui est à l'image, est aussi un chef mafieux. Donc tout ça fait partie d'une mafia. On verra justement cette relation entre Vladimir Poutine et le patriarche Kirill dans quelques instants avec Kadi. Mais je voulais vous entendre, Marc Seymour. Vous voulez réagir ? Sur ça, oui. Vladimir Poutine se pose en héritier de toute l'histoire russe et soviétique. Les deux. C'est-à-dire, Poutine, c'est celui qui fait revenir les cendres ou les corps de généraux de l'armée blanche qui avaient été enterrés en Occident pour être enterrés en Russie avec une cérémonie religieuse, qui fait revenir les dépouilles de la famille du tsar qui avait été massacrée pendant la Révolution, et en même temps, c'est celui qui dit la fin de l'URSS a été la plus grande tragédie géopolitique et qui ne la regrette pas n'a pas de cœur, et qui ne veut la refaire telle que n'a pas de cerveau. Il faut lire la phrase jusqu'au bout. Mais il y a cette dimension-là, et pour lui c'est fondamental. Et donc l'orthodoxie était le pilier de la Russie dans toute son histoire, le cœur du nationalisme russe, et donc, voilà, il assume totalement, outre le fait que Kirill, on y reviendra justement maintenant, reprend tous les thèmes du poutinisme au niveau de ses prises de position publiques, et notamment la lutte contre l'Occident dépravé, satanique et agressif. Jean-Antoine Duprat ? Oui, d'ailleurs, on peut même prendre une dimension historique encore plus grande, puisque Moscou, c'est la troisième Rome. Fin 476, chute de Rome, Constantinople prend le relais, 1453, chute de Constantinople, et là Rome prend le relais. Moscou. Il y aurait même un nom caché de Rome d'ailleurs, qui ne devait tomber dans aucune oreille. Alors voilà, donc il s'assoit là-dessus, et effectivement c'est très intéressant de voir que finalement on est passé de la religion du communisme au retour de l'Église orthodoxe, qui était un des piliers du tsarisme, évidemment. Et c'est aussi une façon de souder la population russe autour de ces valeurs que, soi-disant, la Russie essaie de défendre, les valeurs de l'Occident chrétien. Et malheureusement, on constate aujourd'hui que, dans les faits, c'est pas tout à fait ce qui se passe, parce que la charité chrétienne n'est pas tout à fait à l'ordre du jour de l'action des armées russes. Général, c'est un moyen donc pour Vladimir Poutine de lisser son image, de s'humaniser un peu. Oui, sa relation avec les religions est assez complexe quand on regarde son histoire. L'URSS avait banni bien sûr toutes les religions. Il y avait qu'une seule religion, c'est l'athéisme en fait. Et puis depuis 1997, je parle sous le contrôle des historiens, il y a 4 religions qui sont reconnues en Russie maintenant, l'Église orthodoxe, l'islam, le bouddhisme et puis le judaïsme. Donc c'est cette ouverture, et effectivement, comme le rappelait Marc, il semblerait que Poutine effectivement refasse l'histoire en fait de la grande Russie et de l'URSS à son avantage, et il regroupe tout. Et on rappelle d'ailleurs que je crois que sur le Kremlin, on a remis les 2 aigles impériaux. Oui, absolument. Moi, ça m'avait marqué quand j'étais allé à Moscou de revoir ça. Et en même temps, on réhabilite Staline. C'est étonnant quand même. Ça s'appelle du syncrétisme. Il mélange. Syncrétisme, voilà. Histoire que du communisme. C'est le propre de tous ces leaders, parce que néo-autoritaires. Erdogan fait exactement pareil en Turquie, avec l'Empire ottoman et la figure de Kemal Atatürk. C'est l'idée d'incarner toute l'histoire, avec ses contradictions et tout, parce que justement on dépasse toutes ce qu'ont été ces fractures, ces guerres.
Et voilà. Et Poutine, qui était un converti tardif, parce que il n'avait montré aucun signe de religiosité jusqu'au moins son arrivée à la présidence russe. Bon, ben voilà. Ceci dit, prend ça d'une réaction purement instrumentale. Ceci dit, vous évoquez la Turquie, mais il ne faut pas oublier que l'objectif de la Russie, c'était de contrôler Constantinople. Notamment, c'était Catherine II qui avait remis ça à l'ordre du jour. Elle avait voulait créer un État grec autonome, je sais pas quoi, et puis elle voulait aller jusqu'à Constantinople pour contrôler Détroit, parce que c'est toujours la même histoire aujourd'hui. C'est-à-dire que cet accès, pourquoi la Russie est intéressée par la mer Noire? Parce que c'est l'accès via les détroits à l'océan mondial et aux mers chaudes. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et je crois que les Turcs n'ont pas complètement oublié cette histoire-là. Et dans cette logique, dans ce positionnement, Vladimir Poutine, il peut compter sur un homme, le patriarche Kirill. Avant de voir ça dans le détail avec vous, Kadi, je voudrais juste qu'on l'écoute, justement, c'était il y a quelques heures. Dieu interdit que la situation politique actuelle dans l'Ukraine fraternelle ait pour but de faire prévaloir les forces du mal qui ont toujours combattu l'unité de la Russie et de l'Église russe. Kadi, qu'est-ce qui unit Vladimir Poutine et le patriarche Kirill? Alors, a priori, pas grand-chose, sauf qu'en fait, en cherchant un petit peu, vous allez voir que ce patriarche Kirill, il a un passé assez étonnant, puisque, en fait, il a travaillé, entre autres, pour le KGB. Regardez ce que dit, justement, The Moscow Times. C'était, donc, dans les années 70. Il aurait, donc, travaillé pour le KGB, pour le compte, pour espionner la Suisse. Il travaillait, donc, pour le patriarcat de Moscou. Alors, cette culture du secret, du contrôle, ils ont un peu ça en commun, donc au moins ça en commun. C'est déjà un point commun. Et le patriarche Kirill. Pour l'anecdote d'ailleurs, Vladimir Poutine, il se plaît à dire que c'est le père du patriarche Kirill qui l'aurait baptisé. Bon, à vérifier. En tout cas, pour revenir à une histoire plus récente, bien leur rapprochement, il se fait en 2009, quand Kirill arrive à la tête du patriarcat. Regardez, là, on le reconnaît quand même dans ses jeunes années. Donc, ils partagent tous deux quand même une vision nationaliste, impérialiste. Parce que Kirill, lui, il n'a qu'une envie, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est de restaurer l'influence orthodoxe. En fait, alors en 2012, réélection de Vladimir Poutine, qui fait face à des manifestations anti-gouvernementales, et là il peut compter sur le patriarche Kirill qui consolide un peu son image, qui le rend plus humain. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Aline. D'ailleurs, il qualifie publiquement Vladimir Poutine de miracle de Dieu, parce qu'il a stabilisé la Russie après les années 90. Et il y a un tournant en 2014, c'est ce que vous allez nous expliquer, c'est l'annexion de la Crimée, un événement qui va rapprocher encore plus les deux hommes. Oui, parce que si jusqu'ici, entre guillemets, le patriarche était contenté de complimenter l'action de Vladimir Poutine, cette fois il passe à l'action quand même. À partir de 2014, de soutien à l'annexion à la Crimée, ça rime avec des célébrations liturgiques. Il participe avec Vladimir Poutine à des événements, à des bénédictions, événements très médiatisés. Et de son côté, alors le président Vladimir Poutine, lui, va se prêter encore plus au jeu des rites orthodoxes. Regardez, là, c'est de l'eau glacée. On dirait pas, il est toujours placide, Vladimir. Mais l'eau, elle est glacée, et donc c'était une fête orthodoxe, histoire de renforcer encore cette image d'un président avec uni comme ça avec l'Église sous une même bannière spirituelle et patriotique. Et puis en 2022, je vous cache rien, l'invasion de l'Ukraine, qui les met complètement en face. Le patriarche Kirill qui justifie d'ailleurs cette guerre comme étant une guerre sainte. Ça, on l'a beaucoup revu dans les médias. À partir de là, il va prononcer, regardez, d'un point de vue spirituel et moral, cette opération militaire spéciale est une guerre sainte. À partir de là, il va prononcer des sermons pro-russes à tour de bras. Il va bénir les soldats russes. On l'a vu aussi bénir des obus. Il organise des collectes de fonds pour l'effort de guerre. Il va distribuer aussi des icônes qu'il a bénies auparavant, des croix qu'il a bénies, qu'il va donner comme ça aux soldats russes. L'an dernier, il a remis à Vladimir Poutine une haute distinction, la médaille de l'ordre d'Alexandre Nevsky. C'est un symbole de l'alliance étroite entre le Kremlin et l'Église. C'est la plus haute distinction dans cet ordre-là. Pour résumer, on ne peut pas dire qu'ils soient proches, mais c'est un mariage de raison. D'un côté, il y a ce Vladimir Poutine on peut dire qu'ils sont proches. On ne parle pas d'amitié entre les deux. En tout cas, ça n'a pas été vraiment prouvé. Chacun a à apprendre de l'autre. Ils ont en commun aussi, leur compte en banque. Oui, voilà, c'est exactement ça. Voilà. Mais c'est ça, c'est un échange de bons procédés. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, lui, il exploite la légitimité de l'Église. Le patriarche Kirill, lui, il renfloue les caisses, il faut bien le dire, du patriarcat, et aussi beaucoup les siennes, puisque effectivement, il a un surnom. Je crois que c'est le magnat du
du trafic de cigarettes illicites. Oui, c'est quelqu'un d'extrêmement corrompu comme Poutine. Donc ils font partie de la même mafia. Et cette mafia, elle a un nom aussi, qui s'appelle le FSB. Le FSB, ou avant le KGB, était massivement représenté dans la hiérarchie orthodoxe qui collaborait. C'est un pilier du régime. C'était vrai sous les tsars, ça allait rester à l'époque soviétique, même s'il faut rappeler qu'il y a aussi beaucoup de prêtres orthodoxes très courageux qui ont été au goulag et qui l'ont payé de leur vie, et ça continue à l'époque Poutine. Et je voulais rappeler l'intervention assez spectaculaire d'un prêtre et acteur russe lors d'un grand discours à Moscou après l'annexion illégale, en tout cas la grande fête d'intronisation théâtrale des 4 oblasts ukrainiens. Il y avait eu un prêtre qui avait fait un discours où il était question de goïda, c'est-à-dire de guerre sainte. C'était de l'ordre de l'appel à génocider une population, à savoir les Ukrainiens, et de l'ordre de la guerre sainte. Mais ce positionnement, il a un petit peu évolué quand même entre le début de l'invasion en Ukraine par la Russie jusqu'à aujourd'hui. Pas tellement. Il a empiré. C'est au fur et à mesure que la guerre a continué, surtout après les difficultés du début, les positions de Kirill se sont radicalisées. Dans ce soutien toujours plus explicite à une guerre sainte. Il y a une rupture entre les églises orthodoxes russes et ukrainiennes, non ? Une séparation définitive. Puis le patriarche, je crois qu'il est originaire de Saint-Pétersbourg. Oui, il me semble. Comme D'où le fait qu'il aurait été baptisé par le père. Les Ukrainiens sont les un combat. C'est un combat des Ukrainiens. C'est l'indépendance de l'Église ukrainienne qui s'est faite de façon unilatérale vis-à-vis du patriarcat. Les deux ont un intérêt commun, en fait. Ils y trouvent leur intérêt. Oui, bien sûr. Le pouvoir. Ils sont gagnants dans leur exercice du pouvoir et leur exercice de responsabilité. C'est un oligarque aussi. C'est une forme d'oligarchie. Est-ce qu'on pourrait dire que le patriarche Kirill murmure à l'oreille de Vladimir Poutine ? Plus que murmure à l'oreille. C'est une courroie de transmission. C'est une courroie de transmission. Ce sont 2 piliers du pouvoir russe qui, dans cette guerre, sont totalement au diapason. Mais je ne sais pas lequel murmure à l'oreille de l'autre. En fait. Voilà, absolument. Le chef, c'est Poutine. Oui. Et ensuite, il a ses courroies de transmission. Ça passe aussi par l'Église, donc ça passe aussi par celui qui est d'accord pour endosser tous les crimes de guerre de Poutine, à savoir le patriarche. Mais il y en a d'autres. De rappeler, je parlais du rôle de ce prêtre lors de ce discours sur la place à Moscou. Ce prêtre est connu pour vous dire à quel point on est dans la violence. C'est-à-dire, c'est un prêtre qui est connu en Russie pour appeler à brûler les homosexuels dans des fours. Donc c'est de ce genre de registre-là qu'on a dans l'arrière-boutique et dans tous les canaux de transmission de tous ces organismes-là. Et c'est à cet égard, justement, pour parler du pape François, qui a été très courageux sur beaucoup de choses, sur la question de l'homosexualité, d'immigration, etc., n'a pas été magnifique sur la guerre en Ukraine, où dès le début, il est resté extrêmement profil bas, parlant de paix en général, sans jamais faire la différence entre l'agressé et l'agresseur. Et surtout, il a toujours misé sur Kirill, disant « Moi, je ne vais pas à Kiev parce que d'abord, je veux m'entretenir avec le patriarche Kirill. » On voit qui est Kirill. Donc cette position du pape peut sembler surprenante, d'autant que ce pape a eu un certain nombre de phrases malheureuses vis-à-vis des Ukrainiens. La première, c'était de dire Poutine a réagi parce qu'il en avait assez de voir l'OTAN aboyer aux portes de la Russie. C'est la phrase du pape François, ce qui est quand même très lourd, ou une phrase où il appelait les Ukrainiens à capituler en levant le drapeau blanc pour économiser des vies. Or, ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment il a repris en grande partie le narratif russe et comment aujourd'hui même J.D. Vance, le vice-président américain, est à Rome. Il a rencontré le numéro 2, Monseigneur Parolin du Vatican, mais aussi le pape brièvement, ce qui est important, c'est aussi une manière de montrer que les tensions qu'il y avait entre le pape et Washington sont finies. Mais là-dessus, on retrouve le même narratif dans la bouche d'un J.D. Vance sur la Russie que dans la bouche du pape François, ce qui est quand même dommage. Jean-Antoine Duprat ? Ah oui, tout à fait. Effectivement, c'est d'ailleurs assez troublant parce que on aurait pu attendre du chef de l'Église catholique, je dirais, plus de hauteur de vue et plus d'analyse géopolitique, parce que malgré tout, sur d'autres aspects, il a quand même su faire des analyses intéressantes. Lui, c'est vrai qu'il est originaire d'Argentine, donc il est certainement plus familier d'Amérique du Sud, etc., que de l'Europe, mais c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas été au-delà de ce qu'il a fait, parce que là, effectivement, aujourd'hui, il apporte
son attitude et ses propos servent effectivement le Kremlin et servent aussi le narratif de notre ami J.D. Vance et de son patron, de Trump. C'est ça qui est un petit peu ennuyeux. Et vis-à-vis des communautés américaines, ça peut effectivement avoir du poids. Parce qu'on connaît l'importance des communautés religieuses, notamment dans la campagne de Trump, et tout ce que le pape pourrait apporter comme, disons, en crédibilité, même involontaire, par rapport à ce qui se passe en Russie, est quand même très ennuyeux. Et alors, donc c'est là qu'il devrait peut-être avoir un message plus nuancé. Il a un peu commencé à bouger, mais de manière quand même infinitésimale. Il a jamais revenu complètement sur les propos qu'il avait tenus à l'époque, soit sur l'Ukraine, soit sur l'OTAN. Et ce qui est d'autant rapidement, Aline. Très rapidement, d'autant plus surprenant que les Russes détruisent énormément d'églises, ont assassiné des prêtres. Bien sûr, ça fait partie du projet que d'éradiquer aussi toutes ces communautés religieuses en Ukraine. Oui, parce que les communautés religieuses... de l'ordre de la schizophrénie aussi. Oui, mais parce que les communautés religieuses catholiques en Ukraine soutiennent. Pardon, l'Ukraine est un pays majoritairement orthodoxe. Oui, mais les communautés qu'il peut y avoir catholiques en Ukraine soutiennent la cause ukrainienne. Bien sûr. Oui, elles soutiennent. Oui, non mais ça d'accord, mais il y a beaucoup de religions en Ukraine. Après, c'est un pays principalement orthodoxe. Principalement orthodoxe. Sous les bombes. Mais les catholiques soutiennent quand même, les catholiques ukrainiens soutiennent.